Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. En début de cette semaine, la dernière ligne droite avant une trêve hivernale très attendue. Ce sont 7 matchs, dont 4 de Champions League qui attendent les Dragons avant de se concentrer sur le Mondial 2025. Mes chroniqueurs sont aussi de classe mondiale, vous en avez l'habitude. Et je commence par ma droite avec Maxime, fondateur de Handmess. Salut Maxime. Salut à tous, très content d'être là comme toujours. On va aborder la fameuse ligne droite. Arthur en face, Arthur de l'Ami Sport, comment tu vas ? Est-ce que toi aussi tu te sens en forme mondiale malgré l'automne, les tempêtes ? Ça va. C'est un jour sympathique aujourd'hui. Mais on est quel jour déjà, d'ailleurs, aujourd'hui ? Waouh ! Ah oui, on est le 24 octobre, joyeux anniversaire mon cher Mathieu. Merci. T'es 25 ans, regarde, il est toujours aussi fringant, c'est magnifique. Merci pour ta connivence avec la régie, pour cette magnifique animation musicale. On va aller tout de suite vers le handball, on va arrêter le massacre. J'ai un cadeau si tu veux pour toi. En fin d'émission, on retrouvera Tyra Axner pour une interview grand format. Mais avant ça, comme chaque semaine, on va démarrer avec l'actu. Et l'actu, ce ne sont pas seulement mes 25 ans, bien sûr, mais c'est surtout le résultat des Yellow Fox. Ça devait bien arriver un jour. Ils ont perdu en Pro League. Opposés à Cherbourg, les hommes du Sarrebourg-Moselle Sud Handball ont vécu un premier acte cauchemardesque avant de se montrer accrocheurs en deuxième mi-temps. C'est insuffisant pour cette fois. On écoute la réaction d'un joueur au micro de Jean Milon à la fin de rencontre. J'imagine la frustration. On a l'impression que Sarrebourg a montré son vrai visage que pendant 20 minutes et c'était trop tard finalement. Ouais, vous l'avez dit, on a montré notre vrai visage pendant 20 minutes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au début, mais il y a eu des pertes de balles. Il y a eu en face un gardien qui était... il a fait son match, quoi. Je pense qu'il a fait son match. Et nous, on n'a pas été assez lucides, je pense, à la finition pour pouvoir mettre les occasions dans le but, quoi. Et je pense que ça, c'est très dommage. Malgré tout, on a montré, je pense, un beau visage à la fin. En seconde mi-temps, on s'est quand même repris défensivement, c'était correct. Et on a vu qu'en attaque, forcément, il y avait un peu de déchets, mais on va s'appuyer sur ça pour aller gagner à Caen. Donc il faut retenir, je pense, le positif dans tout ça. Arthur, je sais que tu suis assidûment les résultats du handball sarrebourgeois. Qu'est-ce que tu penses du début de saison des Yellow Fox ? C'est un très très bon début de saison. Il y avait quelques matchs nuls qui auraient pu se transformer en victoire. Il me semble le bilan c'est 2 victoires, 3 matchs nuls et puis là une défaite. Donc c'est dommage de ne pas avoir Ça se joue à peu de choses à chaque fois. Et c'est ça qui est beau dans ce championnat de Pro League. On a l'impression que tous les matchs peuvent être serrés, même quand le premier rencontre une équipe de bas de tableau, il faut toujours faire en sorte qu'on fasse son meilleur match ou un très bon match. Sinon on peut se faire avoir. Mais il est très positif ce début de saison de Sarrebourg. Déjà l'an dernier, c'était une équipe accrocheuse et j'ai l'impression qu'elle l'est encore plus avec son nouveau coach qui est dans un état d'esprit de combat. Ibrahima Diop, c'est l'ancien capitaine du PSG. Quand il jouait, c'était un très très fort défenseur et j'ai l'impression qu'il arrive à insuffler déjà lui sa mentalité qui correspond aussi à l'ADN du club. Donc un bon début de saison, je leur souhaite vraiment d'atteindre le top 9, il me semble, qui est synonyme de play-off. À titre personnel, comme beaucoup de monde, je m'attendais à une saison un petit peu plus en demi-teinte que ça, parce qu'il y a eu énormément de changements, des joueurs qui sont partis, des joueurs qui sont arrivés, un changement de coach. C'est souvent une période charnière pour une équipe. On a vu aussi dans le handball féminin, notamment je pense à Paris, à qui les changements n'ont pas forcément toujours réussi. Bon là, Sarrebourg est plutôt bien lancé sur cette saison. On va continuer à suivre ça avec attention. D'ailleurs, l'équipe est actuellement 7e de Pro League. Elle joue ce vendredi sur le terrain de Caen, le 5e, encore une fois. Un match où les points vont valoir très cher. Et on salue aussi Jean Ischiaf, notre camarade qui est souvent aux commentaires sur Moselle TV au passage. Sans transition, on passe à la Nationale 1. Pas de match pour les filles cette semaine. En revanche, les Cerbères sont de sortie en N1 après une victoire sur le terrain de Cernay-Watteviller la semaine dernière qui a mis fin à une très mauvaise série. Les Messins accueillent Torcy ce samedi à 18h. Les deux équipes ont le même total de points. Une belle occasion là aussi de se faire du bien au classement. Je vous propose tout simplement d'aller les soutenir. Ça les aidera certainement. En tout cas, pour le moment, il est temps de rejoindre Aymeric Guillaume sur les réseaux. Regardez, on en reparle plus tard. Je reviens tout droit du futur dans mon scaphandre et je vous annonce que les réseaux ont pris le contrôle. Laissez-vous embarquer, il n'y a rien que vous puissiez faire dans tout ça. Venez. Ça va un peu vite quand même là, non? Et on commence par Sabrina Novotná. La République tchèque a perdu contre le Danemark, mais il en faut plus pour la déstabiliser sur 7 mètres. Même trêve, autre ambiance, Léna Granvaux a profité d'être mise au repos par Sébastien Gardillou pour profiter de ses terres natales. C'est sympa l'automne quand même.
Autre mood pour Atadou Sako qui a profité de son temps libre pour aller repérer les pépites de demain lors d'un Stelabri en moins de 15, c'est beau. L'équipe de Hongrie de Petra Vamos et Anna Albeck a pris le temps de communier avec ses supporters, pendant que du côté des Bleus, les jumelles Borg profitaient de leur première sélection commune. C'est fort ça aussi. De retour en Moselle, certains n'ont pas oublié de profiter des jours off pour reprendre des forces. C'est le cas de Tyra Axner, Anna Albeck et Petra Vamos. Bien joué. C'est quand mes jours off à moi ? Emma Jacques a savouré chaque minute en bleu et elle a eu tout à fait raison de le faire. Et enfin, Ivana Kapitanovic a trouvé son nouveau club. Elle fait partie de l'équipe d'Erice en Italie. Ce n'est pas la Champions League, mais elle sourirait présent. C'est tout pour cette semaine d'actu sur les réseaux. Et n'oubliez pas, le futur c'est maintenant. Pensez réseau. Je suis toujours pas sûr de la morale de cette séquence, moi. Et merci encore une fois à Aymeric Guillaume qui prête sa voix à cette séquence. Et parfois, je lui fais faire des choses un petit peu étranges, mais il l'assume très bien. Maxime, un mot peut-être sur la dernière actu qu'on a évoquée dans cette actu des réseaux. C'est le nouveau club d'Ivana Kapitanovic. C'est pas la saison, normalement, pour s'engager dans des clubs. Mais malgré tout, elle rebondit dans un club qui joue une compétition européenne, même si elle est moindre, après pas mal de bifurcations dans sa carrière. Oui, en effet. En plus, je pense que ça doit être assez compliqué de trouver une équipe à ce moment-là de la saison. Alors après, l'équipe, moi personnellement, je ne la connais pas. Moi non plus, hein, on ne va pas se mentir. Le handball de club italien. L'équipe d'Erice, c'est vrai que le handball italien n'a pas un développement énorme non plus, donc c'est toujours difficile à suivre, mais malgré tout, c'est une nouvelle aventure pour elle. Ouais. Et c'est bien, comme ça elle a pu rebondir, elle va pouvoir jouer, ce qui est le plus important d'ailleurs pour une joueuse professionnelle. Ouais, les cassures de rythme dans une carrière, c'est jamais une bonne chose. Donc rebondir rapidement, c'est toujours bon. On va voir ce que ça donne. On va peut-être faire des miracles avec ce club-là, qui a peut-être des petites ambitions de résultats. On va regarder à ça. C'est vrai qu'elle a laissé un bon souvenir malgré tout, Ivana Kapitanovic, à Metz Handball. On se souvient qu'elle a participé notamment à une campagne du Final Four. Donc généralement, on rentre facilement dans la légende dans ces cas-là. En tout cas, la fin de l'actu rime souvent avec le moment où on revient concrètement vers les terrains et on va tirer le bilan de la trêve. C'est le récap. Et on va bien sûr parler de l'équipe de France qui, après avoir corrigé le Kosovo, s'est offert la Finlande en qualificatif pour le prochain Euro. Pour l'occasion, Sébastien Gardio a laissé du monde au frais et a aligné une équipe de France très jeune autour de Grace Zahadi. Maxime, qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe de France et du line-up qui a été aligné ? Alors c'était intéressant d'avoir autant de jeunes joueuses. C'est important aussi de laisser au repos les joueuses plus âgées, on va dire. On en a aperçu quelques-unes dans l'actu des réseaux qui sont reposées. Ah oui, bah c'est très bien pour elles, avec le nombre de matchs qu'elles font chaque saison. Enfin voilà, j'ai trouvé le jeu collectif, ce qui est bien pour des joueuses qui ne se connaissent pas forcément en équipe, individuellement parlant. Ce qui donne une force d'ailleurs à cette équipe. Ça permet aussi du coup de tester, de voir pour l'avenir quelles joueuses vont intégrer l'équipe de France, parce que je pense qu'il y a des postes qui sont assez bouclés avec des joueuses qui indiscutablement ne peuvent être remplacées, quoi. Ouais, mais on voit quand même qu'il y a du monde qui toque à la porte, hein. Faut pas se mentir, il y a du talent sur cette génération qui arrive. C'est ça qui est intéressant, puisque l'avenir s'annonce beau pour l'équipe de France. D'ailleurs, cet avenir, il est aussi incarné par un nom qui résonne pas mal en Moselle depuis le début de saison et puis d'une manière générale depuis ces dernières saisons, c'est le nom Borg. Arthur, Lilou et Enola Borg qui portent le même maillot, jumelles, qui portent le même maillot de l'équipe de France lors d'un rassemblement. C'est une image assez forte, c'est assez inédit finalement d'avoir des jumelles sous le maillot de l'équipe de France. Je pense que la maman championne du monde, elle doit être fière aussi. Alors je ne sais pas si le mot re-raisonner existe, mais on peut dire que le nom Borg revient dans l'actualité et sur la scène du handball français. C'est une histoire sympa. Alors en plus de ça, il y a ce petit sel de Lilou qui joue à Metz et de Enola qui joue à Brest. Ouais. Donc on voit qu'elles ont, elles fournissent directement dès le début de leur carrière, même si c'est déjà entamé, mais un beau petit storytelling pour nous journalistes, on aime ça. Hein. C'est ça. Et on constate qu'elles ont le niveau, hein, si elles sont dans des clubs comme ça, si elles sont appelées tout de suite en équipe de France. On sait que très souvent, le mot pépite, il est galvaudé dans le monde du sport, mais là, je pense qu'on a affaire quand même à deux joueuses très prometteuses qu'on reverra
par la suite en équipe de France, peut-être pas dès la prochaine compétition internationale, mais dans les 3-4 prochaines années, c'est sûr et certain qu'elles seront de la partie, au moins une des deux, mais ça prouve qu'il y a une belle émulation. On parlait de ça, de ce turnover. Les cadres, pas forcément toujours âgés, Maxime, mais peuvent souffler sur certaines trêves internationales. Mais le fait d'avoir des jeunes comme ça tout le temps, ça permet justement aux cadres, quand elles reviennent, de ne pas se reposer sur leur laurier, de ne pas s'endormir, d'être toujours investis dans le groupe France. Parce que même si on a un statut, il faut le justifier, ce statut, il faut le prouver sur le terrain. Et si on ne fait pas forcément les choses qu'il faut faire, derrière, il y a toute une génération qui vient vous prendre la place. C'est sûr que les médailles du passé ne présagent pas des médailles du présent ou du futur, donc il faut continuer à bosser de ce côté-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu retrouver une bonne partie, en tout cas en fin de rencontre, une bonne partie de l'équipe de France junior U20, je crois, qui avait remporté le mondial, notamment quand on se retrouve avec alors les sœurs Borg dont on a parlé, mais voilà, des noms comme Karamoko, Gaillet et certaines autres. Finalement, il y avait aussi Camille Depuiset, 27 ans, qui faisait figure d'ancêtre sur le terrain. C'est dire à quel point on avait vraiment rajeuni cet effectif, mais ça présage aussi de certains automatismes. C'est une génération qui a grandi ensemble et qui a déjà disputé des grandes compétitions. On peut penser qu'en les intégrant progressivement au groupe France, ça va se passer tranquillement pour tout le monde finalement. Bien sûr, comme ça a été le cas d'une précédente génération, c'est un cycle, le handball, et puis on sait que la formation, il n'y a pas de manquement. Rien n'est parfait, évidemment, comme dans tout système de formation, mais on sait que la France, au même titre que les pays nordiques, c'est un pays qui a une culture handball. On sait on a souvent tendance à penser que l'herbe peut être plus verte ailleurs, mais on a quand même beaucoup de centres performants. Et je pense que le meilleur exemple de formation en France, c'est Metz Handball. Un club formateur comme Metz Handball qui arrive à réussir comme cela. Ça donne le ton, je pense, aux autres centres de formation. Dijon, Besançon aussi, ça sort pas mal de joueuses. Donc, Besançon, on en sait quelque chose, on les récupère à Metz après. c'est ça. Donc, d'avoir un club comme ça, comme Metz Handball, qui donne un peu l'exemple aux autres structures, il y a aussi tout le travail qui est fait avant, de détection, des pôles espoirs, etc. Donc, une belle génération à venir. Tu parlais des centres de formation, il y a aussi des investissements qui ont été faits au niveau fédéral. La maison du handball notamment, c'est un outil formidable pour toutes ces joueuses qui sont en développement et qui ont besoin de faire des stages de qualité pour intégrer progressivement les groupes France. Ça marche plutôt pas mal, on est plutôt enthousiaste. Alors, n'oublions pas, c'est un match contre la Finlande ou un match contre le Kosovo, c'est pas un match contre la Norvège ou autre, mais ça pose déjà un petit peu les bases. Et justement, Maxime, c'est un peu ma question suivante. Là, on a une victoire 32-15, ça change un tout petit peu des matchs qu'on a pu voir l'année dernière. J'ai en tête ce 50-15 contre l'Italie, où on en est sorti en se disant ça sert pas à grand chose. On est arrivé avec l'équipe de France A, que des cadres sur le terrain qui avaient totalement roulé sur l'opposition. Là, venir avec des jeunes, essayer de travailler ces systèmes, c'est plus utile peut-être que ces matchs roulent au compresseur. Oui, c'est intéressant. On voit que la dynamique a un peu changé en équipe de France. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. Après, j'ai remarqué aussi que la salle en Finlande était pleine, ce qui est aussi intéressant, vu que ce n'est pas forcément une nation qui est bien représentée dans le handball, féminin du moins. Pourtant, elle est bien entourée par ses voisins. Ah oui, c'est certain. Il y a une possibilité de se développer là-dessus, c'est bon signe. Après, j'ai tendance à penser aussi, si les fédérations travaillent bien en vendant les matchs, entre guillemets, voilà, ça reste quand même les championnes en titre, les championnes du monde en titre, des joueuses qui ont joué les JO, qui ont des médailles, etc. Les gens ont envie de voir ces joueuses-là sur le terrain, donc ça peut aussi donner envie et fédérer autour de ça. On parlait de l'Italie tout à l'heure, pour faire un parallèle aussi avec la Finlande. Il y a de plus en plus de pays comme ceux-là qui ont des clubs qui jouent les petites Coupes d'Europe. Peut-être pas forcément la C2, la C3, et mine de rien, ça fait progresser. Il y a beaucoup de joueuses qui, je pense, restent au pays, d'autres qui sont, qui ont attiré l'œil de recruteurs de championnats plus huppés, qui évoluent aussi dans des grands championnats européens. Donc là encore, le handball, je pense, est amené à progresser dans ces pays-là. D'autant que quand on part, on va dire, d'assez bas, on a forcément une grosse marge de progression, et les investissements qui peuvent être faits financiers par une fédération nationale,
Disons que dans un sport comme le handball, ça nécessite moins de moyens que de faire un grand plan footballistique pour faire de l'équipe de Finlande une des meilleures équipes du monde. Donc, et puis il y a déjà même si peut-être paradoxalement, c'est pas une nation qu'on a forcément vue, la Finlande, et pourtant il y a la Norvège et la Suède autour, il y a le Danemark, qui sont des immenses nations de handball. Donc je pense qu'il y a quand même un terreau et un certain ADN alors j'ai pas fait des études sur le handball finlandais, mais qui je pense ne demande qu'à vivre sur la scène internationale. Merci pour cette étude sociologique, Arthur, sur le handball finlandais. Au-delà de ça, le HF notamment est en train de retravailler ses formats de compétition, que ce soit les C2, C3, mais aussi les compétitions pour le développement des talents. Alors ça commence souvent par les compétitions garçons, qui sont plus souvent dépoussiérées avant les compétitions féminines, mais ça arrive progressivement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine émission, mais il y a des nouveaux formats qui arrivent pour essayer de permettre ce développement-là. Et dans ce débat, moi, il y a un nom qui me revient, c'est celui de Sabrina Novotná, par exemple, qui a joué une compétition d'Europe inférieure et qui se retrouve aujourd'hui à Metz Handball parce qu'elle a su se révéler aux yeux des recruteurs et puis tranquillement progresser. Je passe un petit peu du tout au tout, on a un petit peu divergé. Maxime, j'allais te demander... Comment tu vas aujourd'hui ? Déjà, comment ça va ? Non, on a vu Emma Jacques titulaire avec l'équipe de France pour ce match contre la Finlande et ça m'a amené cette réflexion en me disant mais peut-être qu'il y a 2 ans, on n'aurait jamais imaginé ça. On se souvient qu'elle faisait partie de ce programme pour 2024, pour les JO, qui voulait développer des joueuses. Elle est un petit peu passée sous le radar, notamment à cause de sa blessure. On se disait peut-être qu'elle ne reverrait pas forcément le maillot bleu finalement. Elle semble tranquillement s'installer depuis son départ à Esztergom. Oui, je pense que Sébastien Gardivou essaie des choses déjà, parce que c'est un peu compliqué le poste d'arrière droit, donc en France notamment, je pense même un peu partout. Ouais, c'est un des postes les plus compliqués à pourvoir. Ouais, trouver une joueuse qui joue à droite avec un bras droit, ça court pas les rues. Un bras gauche, pardon. Bras gauche, Vous avez vu la bras gauche ou un bras à droit, ça peut marcher aussi. Oui, on peut, les deux, on va dire les deux. Non, c'est sûr, c'est une bonne chose de revoir Emma Jacques aussi. On sent qu'elle a retrouvé une certaine confiance, etc. Je fais partie de ceux qui avaient tendance à dire que ce départ de Metz Handball était peut-être une nécessité pour elle pour avancer dans sa carrière. Elle avait peut-être fait le tour ici, même s'il y a cet attachement au club et que le club l'a fait évoluer et vice-versa. Il y avait peut-être une nécessité de partir et la voir assez épanouie en bleu, c'est toujours une chose assez agréable. Arthur, j'ai une question piège. J'ai peur. T'as peur déjà ? Dis-moi T'as peur. Le fait de ne pas avoir aperçu Léna Granvaux ou Sarah Bouktit sur le terrain avec l'équipe de France durant cette trêve, bonne ou mauvaise nouvelle ? Ça peut être pris d'un bon côté, dans le sens où leur place est à peu près sécurisée et elles peuvent prendre un petit peu de repos et c'est une bonne chose, ou une mauvaise nouvelle en se disant attention à ne pas se faire doubler, il y en a qui toquent à la porte derrière et ça peut être délicat. C'est gravissime, elles ont perdu toute leur chance, Mathieu. Non, je pense que ce sont des joueuses sur qui on compte dans le groupe France. On a vu Pauletta Fopa faire son retour récemment à la compétition. Ouais. Sarah Bouktit, elle a largement sa place dans ce groupe France. Idem pour Léna Granvaux qui a déjà aussi pas mal apporté de choses à ce collectif. Pourtant, ce sont de jeunes joueuses, mais on va dire elles sont à mi-chemin entre le cadre et le rookie, le débutant, parce qu'elles ont quand même déjà un certain vécu international. Je pense que le sélectionneur compte sur elles et d'avoir la possibilité de souffler un petit peu. On l'a vu dans la séquence réseau, de se ressourcer, de pouvoir prendre du recul sur le handball, au moins pendant quelques jours, pendant une semaine. C'est plus une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. J'en attendais pas moins, c'était une fausse question piège. En tout cas, le prochain rendez-vous pour les Bleus, c'est le 16 novembre. Ce sera le début de la préparation du mondial IHF avec un tournoi de France à Dunkerque face à l'Angola et le Japon. Et forcément, on ne peut pas évoquer tous les matchs qui sont joués dans cette trêve, mais un petit mot peut-être sur la Hongrie. Il y a eu un +13 contre la Turquie, un +11 contre la République tchèque de Sabrina Novotná, justement. La trêve a été pas mal rentabilisée. Je peux aussi citer les stats. 6 buts pour Petra Vamos, 7 buts sur Albeck sur l'ensemble de ces 2 rencontres. Maxime, qu'est-ce que tu en penses ? Cette équipe de Hongrie, moi je le dis souvent et je commence à vraiment y croire que c'est une équipe qui va continuer à jouer les premiers rôles. Ce qui s'est passé à l'Euro l'année dernière, c'était pas forcément un hasard. On en avait parlé dans des anciennes émissions, effectivement, c'est une nation qui monte avec des joueuses qui se démarquent, qui vont jouer dans des clubs importants. C'est un peu bloqué au niveau de Győr, mais au FTC par exemple, on a des joueuses incroyables. Je pense à Greta Marton ou Petra Simon, enfin,
Oui, je pense que c'est une équipe sur laquelle on peut compter dans un futur proche même. Ouais, là, je pense qu'au mondial, elles arrivent avec. Elles ont peut-être débloqué ce truc qui leur manquait. Casser le plafond de verre. Ouais, ce plafond que la de verre. Suède n'a pas forcément réussi à faire, ce que Messandball n'a pas forcément réussi à faire aussi au Final Four, mais c'est une équipe qui est, sans mauvais jeu de mots avec Petra Vamos, qui est pétrie de talent. Il y a On prend le jeu de mots, on l'accepte. Il y a énormément de qualité dans cette équipe, et c'est vrai que c'est un grand paradoxe quand on voit Győr tout dominer sur la scène européenne, sauf que Győr va piocher ses joueuses partout en Europe. Donc c'est une nation qui ne va pas être cadeau à jouer. Ouais. En tout cas, le malheur de ce calendrier, c'est que quand on commence à bien suivre les équipes internationales, à commencer un petit peu à cibler les forces et les faiblesses, hop, on revient sur une dynamique de club et vice-versa. Pour mieux digérer ça, je vous propose de prendre un temps mort. Et c'est une des actualités du moment, c'est ni la première fois ni la dernière fois malheureusement. Un club a tiré la sonnette d'alarme récemment concernant sa situation financière. Cette fois-ci, c'est le Toulon Métropole VAR Handball. Un communiqué du 20 octobre est assez simple et clair. Le Toulon Métropole VAR Handball traverse une période difficile avec un déficit financier qui met en péril la suite de l'aventure. Le président Thierry Durand a présenté sa démission et une gouvernance de transition est en cours. On peut aussi entendre que les partenaires publics et privés sont aux côtés du club pour essayer de faire redresser la barre. On sent qu'il y a de la gravité, mais aussi un certain espoir que les choses rentrent dans l'ordre. Toulon est actuellement 5e de Ligue Butégaz Énergie, une plutôt belle saison qui se présage. C'est assez malheureux de voir cette sonnette d'alarme à ce moment-là. Et c'est aussi un club qui vise une 20e saison dans l'élite. C'est un des clubs vétérans avec Messandball qu'on n'a jamais vu redescendre ou en difficulté jusqu'ici. Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs? Qui veut prendre la parole en premier sur ce sujet? Allez, je vais me mouiller. C'est vrai que déjà, d'un point de vue purement classement, c'est un peu triste de voir une équipe comme ça pour le moment de haut de tableau, subir la loi, j'ai envie de dire, du handball féminin français, de cette ligue qui, malheureusement, on voit qu'il y a beaucoup de clubs qui sont en difficulté. Nantes, évidemment, récemment, il y a plein d'exemples. Il y a quelques années. Groupe de péage aussi, qui avait fait un super début de saison et qui n'avait pas été liquidé tout de suite. Si les problèmes financiers sont graves, on peut peut-être s'attendre à une perte de points pour ce club de Toulon, mais c'est vrai que ça nous fait toujours un peu tiquer de voir ça. Évidemment, tu as cité Fleury qui a disparu. C'est vrai qu'à ce stade, on n'a pas encore tous les détails non plus de la situation. Si le président part, c'est qu'on estime peut-être qu'il y a eu des manquements, des mauvaises gestions, des mauvaises gouvernances. Des documents mal transmis ou peut-être des situations financières qui ont été négligées. Il faut espérer que ça soit quelque chose qui soit facile à résorber, entre guillemets, même si ça ne l'est jamais vraiment. Mais on n'a pas notamment tout à fait les tenants et aboutissants dans ce dossier. C'est ça, on ne peut que attendre de voir ce qui va se passer sur la suite. Alors Toulon, c'est le 10e budget de Ligue Butagaz Énergie sur 14. 1,4 million, quelque chose comme ça. On ne sait pas ce qu'il aurait... on n'a pas vu de chiffre, il me semble, pour le déficit annoncé. Donc attention, on sait que ne serait-ce que quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros, c'est énorme à résorber dans le hand féminin. Donc on va garder un œil sur la situation. Une situation comme celle-là, ça peut motiver les partenaires, etc., à mettre un petit peu au pot pour essayer de maintenir l'activité. Ça peut aussi en effrayer d'autres, donc c'est toujours un petit peu à double tranchant. Maxime, chaque année, désormais, on est habitué, il y a un ou des clubs qui rencontrent ce genre de situation. Alors, dans le handball féminin, on l'a dit, mais on l'a aussi vu dans le handball masculin, il y a aussi des situations assez complexes, etc. C'est malheureux quand même parce que la saison vient de commencer. Chaque été, normalement, il y a un petit contrôle de gestion qui est fait pour s'assurer que les clubs soient éligibles à la LBE et avoir ça si tôt, finalement... fin octobre, c'est assez dramatique. Exactement. Ce qui est triste, c'est que l'histoire se répète. On va commencer peut-être à se poser des questions. Ça va peut-être commencer à bouger, enfin, je ne sais pas. Il y a un contrôle qui est réalisé, en effet, l'été. Alors, qu'est-ce qui a fait que le club qui a eu ces problèmes-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé récemment ou est-ce que... Des partenaires qui se sont retirés peut-être, comme ça a été le cas à BT Game par exemple? C'est quand même étrange et puis on se pose beaucoup de questions là-dessus. Pour l'heure, tu parlais de l'exemple de BT Game, c'est vraiment un énorme sponsor qui s'est retiré. Et à part Brest en France,
Et Nantes, j'allais dire à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il ne me semble pas que le modèle de sponsoring, c'est un petit peu comme Metz Handball où on a plusieurs petits sponsors, ce qui fait que certes, un gros sponsor peut apporter un poids financier, mais c'est aussi risqué. Demain, si Audi décide de ne plus être associé avec Gior au niveau du handball, c'est pas du tout le même club et la même situation. Ça peut faire mal. Donc c'est très difficile de trouver un modèle économique. Alors, des clubs comme Metz Handball, on pourrait s'en inspirer, travailler de plus en plus sur le merchandising, au niveau des produits dérivés, des maillots, etc. On sait que c'est pas quelque chose qui est forcément beaucoup développé dans le handball féminin. Et puis il faut pouvoir le faire, il faut avoir les équipes derrière, il faut avoir un équipementier qui est capable de s'adapter aussi. Ça demande beaucoup de choses. Le modèle de Metz Handball est dur à mettre en place. C'est ça. On peut s'inspirer de certaines choses qui sont réalisables à l'échelle d'un club comme Toulon, par exemple. Puis encore une fois, c'est pas pour faire dire que nous Messins, nous sommes parfaits. Loin de là, c'est pas du tout pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, on est obligé, dans le handball féminin, d'avoir des idées plus par rapport à d'autres sports où on a plus de résonance. Même le sport féminin est beaucoup plus difficile à vendre aussi pour les télés. Le fait de ne pas avoir de droit télé, il y en a un petit peu en Star League chez les garçons. Ça aussi, c'est compliqué, donc il faut faire des pirouettes pour trouver. Les rentrées d'argent, il n'y en a pas 50 possibilités. C'est billetterie, c'est abonnement, c'est produits dérivés. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Toulon. Ils ont appelé les supporters à remplir leur salle le plus souvent possible. C'est par ce moyen-là qu'ils voient aussi peut-être une porte de sortie dans leur situation financière. Alors pour être complet aussi, la LFH a publié un communiqué pour apporter son soutien à cette équipe de Toulon dans cette situation. On y évoque notamment un plan d'action qui serait mis en place pour permettre au club de sortir de la crise. Donc on peut imaginer qu'un accompagnement a été fait, mais comme souvent dans ces situations où les clubs sont en difficulté, ça reste assez opaque du côté de la LFH. La LFH qui aussi s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur le fait que son champ d'action est très limité. C'est un accompagnement, mais ils ne peuvent pas verser de l'argent pour soutenir un club ou trouver des sponsors pour le club. Voilà, il y a un principe d'égalité. Par contre, ils peuvent essayer d'accompagner le club dans cette voie-là, et on a le sentiment en tout cas que l'accompagnement est en cours. J'en reviens à une idée, désolé Mathieu, parce que je vois que le temps mort va bientôt s'achever, on va retourner sur le terrain. Est-ce que dans une ligue à 12, c'est une idée qu'on avait déjà évoquée, on aurait moins ce type de phénomène ? Peut-être. Peut-être ou peut-être pas, parce que finalement on retomberait sur les mêmes problématiques sur des clubs de D2 qui n'arriveraient pas à franchir le cap, et voilà, en tout cas on va vite le savoir, puisque ce schéma à 12 va bientôt être mis en place. On aura très vite des réponses. En tout cas, comme tu l'as dit, on arrive à la fin du temps mort, l'arbitre va siffler, on va retourner sur les terrains. Et sur les terrains, justement, samedi, Metz Handball repart en Champions League avec un déplacement en Norvège à Storhamar. Cette équipe, elle affiche un bilan équilibré, 2 victoires, 2 défaites. Les 2 défaites sont assez courtes, 4 buts à Esbjerg, 3 buts à Bistrita. Les victoires ont été obtenues face à Dortmund et Buduknost. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette équipe ? Tiens, Maxime, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. Mais c'est une équipe qui ressemble un petit peu à Metz Handball dans le sens où elle est assez équilibrée. Bon, elle n'a pas le même banc qu'on a aujourd'hui. Non, ça c'est sûr. Je crois que c'est une équipe qui a pas énormément de joueuses aussi d'ailleurs. J'ai la stat si tu veux. En Champions League, elles ont inscrit 19 joueuses, là où Metz dispose d'un vivier de 27 joueuses, incluant les joueuses de la formation qui peuvent être appelées ça et là, mais c'est sûr que c'est un vivier un petit peu plus restreint à 19. Oui, et c'est là qu'on peut se dire que sur le papier, Metz Handball ne doit pas avoir peur de cette équipe. Cependant, moi aussi j'ai une stat, c'est que à l'heure actuelle, la gardienne de but, Elie-Marie Razok, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et malheureusement, on va faire 2-3 erreurs sur les prononciations, on n'est pas à l'abri. Est actuellement la deuxième meilleure gardienne. C'est souvent un bon signe, ça, que ce soit au plan national ou international. Quand on a la gardienne la plus efficace, c'est aussi qu'on prend beaucoup de tirs, mais on arrive quand même à avoir une petite muraille qui on en parlait d'ailleurs face au match à Bistrita, avec la gardienne qui était première actuelle et qui nous a bien fait mal lors de ce match. Ouais. C'est bien, quand des fois on dit des choses en émission et qu'elles se réalisent derrière, ça nous donne un peu de crédit, c'est fort. On se sent un petit peu intelligent. On a fait les bonnes analyses. Moi j'ai relevé au niveau de l'effectif aussi, les 2 meilleures buteuses, ce sont des trentenaires.
ce qui prouve aussi qu'il y a une certaine expérience dans cette équipe. Il s'agit de Veronika Kafka et de Anniken Obaidli. La première est ailière, l'autre est demi-centre. Ça pose aussi peut-être un petit peu le contexte de cette équipe qui s'appuie aussi sur un certain savoir-faire et ça semble bien fonctionner de ce côté-là. Elle t'évoque quoi, toi, Arthur, cette équipe ? Je pense que c'est une équipe qui est un petit peu sous-cotée. Souvenez-vous, l'an dernier, on était passé à quelques secondes de perdre là-bas à Storhamar. Elle a fait une belle Ligue des Champions la saison passée, cette équipe. Et je pense qu'elle est à sa place actuellement dans le milieu de cette poule. Bilan équilibré, des défaites de peu. C'est un bon candidat, à mon sens, pour les playoffs et il ne va pas falloir les sous-estimer pour les gagner là-bas, parce qu'on l'avait vu l'an passé que c'était compliqué. Mais cette année, ce n'est pas le même Metz Handball à ce moment-là de la saison que le début de saison passé, où il fallait intégrer toutes les nouvelles joueuses. Il n'y avait pas forcément eu de prépa ensemble avec les Jeux Olympiques. Là, l'effectif de Metz Handball, il est beaucoup plus rodé, il est prêt tout de suite. Même si forcément il y aura encore une progression sur le fil de la saison. Donc match intéressant, mais quand même avantage sur le papier pour Metz Handball. Et match de reprise, attention, ça peut toujours être un petit peu piège comme ça quand on a une période internationale, plus une semaine assez calme. Alors, je prends des guillemets parce que calme à Metz Handball, bon, à l'entraînement ça a du charbonner fort aussi, mais il faut se méfier de ces situations-là. Ce week-end, il va y avoir quelques chocs sympas en Champions League par ailleurs. Debrecen contre Győr, IKAS contre Brest, Bistrita qui reçoit Esbjerg. On va scruter ça, bien sûr, c'est des matchs toujours qu'on aime bien aller observer, ça nous donne des indications sur les états de forme. Et puis ce retour aux affaires pour Metz Handball, il est très important, je le disais il y a quelques secondes. Il y a 7 rencontres à négocier jusqu'à la trêve, une invincibilité à préserver, ça bien sûr c'est toujours le petit bonus, ça passe par Storhamar, on l'a dit. Il y a la réception de Sambre au complexe Saint-Symphorien, un déplacement périlleux à Győr, celui-là il va être très important, un match à Toulon et une double confrontation face à Debrecen, entrecoupée de la réception de Plantkuq. Messieurs, un mot sur ce calendrier, vous le sentez comment ? Alors bien sûr, ce match, ils sont en plein milieu là, qui clignote un petit peu rouge, c'est ce match contre Győr le 1er novembre. Il est plaisant ce calendrier avant la trêve. Un calendrier avec beaucoup de déplacements parce qu'on est en période de Moselle Open, il n'y a pas les arènes de Metz. Il y aura un match au complexe Saint-Symphorien, mais c'est vrai qu'on pense évidemment à ce match de Győr, mais pour l'aborder dans la peau pour que ce soit vraiment le choc entre les deux énormes cadors, il serait de bon ton de gagner à Storhamar pour être serein. On sait que Metz, par le passé, avait fait l'exploit d'aller gagner là-bas. Je pense que ça avait débloqué certaines choses dans la mentalité générale de cette équipe, même si l'effectif a un petit peu changé, de se dire que bon, c'est la première fois, on est vraiment capable d'aller gagner là-bas sur le terrain de cet ogre. Nous aussi, on est un ogre de la Ligue des Champions, même si on ne l'a jamais gagné. Donc ça va être une très très grande rencontre de LDC. Forcément, sur le papier, il n'y a qu'une équipe qui peut se dire favorite face à tout le monde, c'est Győr. Et ça va être vraiment intéressant de voir Metz Handball dans ce schéma de jeu, parce qu'on s'attend toujours à voir Metz Handball écraser tout le monde, mais là, je ne dirais pas que c'est l'inverse, mais on donne forcément un avantage à Győr dans les pronostics. Ça rappelle un petit peu la situation l'année dernière quand il avait fallu se battre contre le FTC, que tout le monde voyait comme une équipe à battre en début de saison et où Metz Handball avait su prévoir. Oui. Mais là, c'était à domicile et c'était un cas de figure un petit peu différent. Oui. Maxime, un mot justement sur le calendrier ou peut-être sur ce match contre Győr, qu'est-ce que tu peux Oui, parce qu'Arthur a quand même tout dit, on l'attend tous. Il m'a mangé l'émission de la semaine prochaine déjà. Non, c'est vraiment un match qu'on attend tous et toutes. Ça va être exceptionnel. On sait très bien les armes que Győr a et c'est compliqué de dire comment le match va se dérouler, parce que... En 60 minutes, a priori. Oui, bah voilà. Une chose est sûre, c'est qu'on aura les yeux rivés sur les écrans à ce moment-là et qu'on ne va pas en manquer une miette, parce que c'est vraiment un vrai révélateur dans une saison quand on joue les plus gros, les invaincus et toutes ces choses-là. C'est le moment où je prends un petit peu la régie de cours. On va sauter une petite étape, parce qu'on a été bavard, et on va se diriger tranquillement vers notre interview de la semaine. On va discuter de Tyra Axner, bien sûr, et on va laisser nos spectateurs avec une grande interview dans quelques instants. Mais avant ça, évoquons la joueuse ensemble, messieurs. C'est sa 2e saison à Metz Handball. Elle prend un peu de volume, elle a un peu plus de temps de jeu.
on la sent un petit peu plus libérée aussi, elle a pris de la confiance. Maxime, toi tu la sens comment Tyra Axner cette année? Beaucoup plus à l'aise. Après, on a déjà eu ce cas de figure où une joueuse a besoin d'une saison pour pouvoir se mettre à l'aise par la suite. Ceci dit, je trouve qu'il manque encore un petit quelque chose, une petite étape à passer pour qu'elle montre encore un peu plus. On sait qu'elle est capable de faire des tirs de loin. Elle commence aussi à jouer beaucoup plus collectivement, je trouve. Et elle se fait sa place. On peut compter sur elle, je pense, pour devenir notre arrière-gauche de référence pour cette saison. Arthur, elle était arrivée dans un trio. C'est pas forcément simple hein, quand on arrive et qu'à côté, il y a Anne Mette Hansen qui pèse quand même son petit palmarès, Jazz Chambertin qui était bien installé aussi. Il a fallu qu'elle se trouve son petit chemin, qu'elle progresse tout doucement et qu'elle se mette en confiance aussi, cette joueuse. Je pense qu'elle était plutôt la numéro 2 de ce trio l'an passé. On sait que Jazz Chambertin a été utilisée sur des missions défensives aussi, parfois pas forcément en tant qu'arrière-gauche en attaque. C'est une joueuse, Tyra Axner, qui est peut-être passée à côté de son rendez-vous du Final Four. On sait que Manu n'a pas forcément fait le choix de l'utiliser parce qu'il estimait à ce moment-là, avec l'expérience des précédentes rencontres chaudes, qu'elle n'avait pas encore tout ce qu'il fallait pour impacter les rencontres de très 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 haut niveau. Mais bien évidemment, c'est une joueuse qui, à mon sens, elle a tout pour être impactante dans ces très grands rendez-vous dès la fin de saison. L'an 2 à Metz Handball, c'est toujours particulier, comme le disait Maxime, parce qu'on a appris de cet ADN, on s'est nourri de cette expérience à Metz Handball. Et je pense qu'elle a le champ libre, si je puis dire, sur son poste. Et Ngombele est une jeune joueuse qui, à l'échelle internationale, à l'échelle européenne. Et l'arrivée de Xenia Smith va, à mon sens, faire beaucoup de bien à Tyra Axner. Parce que d'avoir une joueuse cadre comme ça, qui ne va pas forcément accaparer toutes les minutes, elle joue beaucoup en défense, Xenia, mais elle pourra quand même lui donner des conseils. Xenia, c'est pas une stricte défenseuse, elle a fait énormément de choses dans On la voit d'ailleurs de plus en plus sur des phases offensives dans les matchs de Metz Handball. Donc ça va l'aider, je pense, Tyra Axner, d'avoir une joueuse comme ça solide à ses côtés sur son poste. Maxime, je parle sous ton contrôle. Tyra, cette saison en Ligue Bucaques Énergie, elle joue 25 minutes par match en moyenne. C'est une vraie augmentation de son temps de jeu, il me semble, par rapport à l'année dernière. Elle a aussi été élue meilleure joueuse du match de Ligue des Champions contre Blucknocht. Alors c'est le vote du public, mais ça a toujours sa petite importance. On sent qu'elle a un handball en elle qu'elle peut libérer et qu'elle va devoir libérer dans les prochains mois. Et on a une petite montée en puissance qui peut s'organiser. C'est ça, ce que je disais justement, c'est le petit truc qui lui manque, quoi. Alors, est-ce que ça va arriver prochainement ou un peu plus tard? On ne sait pas, en espérant que ça va arriver le plus vite possible. Après, c'est vrai que c'est aussi compliqué d'avoir 3 joueuses sur le même poste, qui plus est Xenia Smith qui joue un peu plus en attaque maintenant. Ngombele aussi qui commence à monter progressivement, mais qui aura peut-être aussi besoin de cette année d'adaptation. On verra bien. En tout cas, il y a une vraie montée en puissance, ça c'est certain. Ouais, on va laisser le suspense de côté et on va tranquillement aller regarder ce qu'elle a à nous raconter. Vous allez voir, c'est une joueuse qui est très calme, très posée et qui voit assez clair dans sa carrière. On regarde ça et on se revoit après pour débriefer si vous voulez. Tyra, merci de me donner cette interview. On se retrouve un peu plus d'un an après. On s'était vu en septembre. Tu n'avais pas eu l'occasion de jouer un match encore à cause d'une blessure. Depuis, tu as joué. Il s'est passé beaucoup de choses. Le temps passe très vite. Comment ça s'est passé pour toi depuis l'année dernière? It's been good. I think it's always nice to have a second season. The first is always difficult. It's a new environment. It was directly after Olympics, so a big summer with no rest. So this season feels different in some ways, that I had a summer to go home and meet my family and be with my friends and gain energy for this season in another way and prepare myself also physically for this season. So it's been good. Quelle est la chose que tu retiens de ta première année à Metz? Quelle est la chose que tu dois garder si tu devais en choisir une seule? It's difficult to choose one thing. I think that season was such a big season for me. It was my first year in Champions League, and I experienced a lot with the team, a lot of success as well. And of course I
bring all of those memories with me. But I think maybe the relationships I gain, the friendships I gain, and the mentality here in Metz. Tu as dit un mot important, la Champions League. J'ai envie de te parler un instant du Final Four. C'était la première fois que tu es à la Champions League, que tu es là à ce niveau-là en tout cas. Et qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience sur le sommet du handball mondial? I think it was a lot of experience to gain from that journey. I think we had a very strong season, so of course, when I look back, a piece of my heart is still sad for the outcome of the tournament. But I'm also very proud that we came so far with a new team and to be able to play with two French legends as well and to say goodbye to them. And it was very cool to be a part of their big trip in handball as well. And it's I think the only experience I had before playing these kind of games is with the national team, so it was cool to bring those previously experienced with my team that I spend a lot of time with, and it was a very cool season. I feel like I experienced almost everything emotionally and also with like what you can do on this high level, so it was cool. Yeah. Tu l'as dit, l'été est passé très très vite parce qu'une saison en cache une autre, puis une autre, puis une autre. L'équipe a beaucoup changé, beaucoup de joueuses sont parties, d'autres sont arrivées. Comment est-ce que tu sens cette nouvelle équipe de Metz Handball cette année? I think it's a mix of some new players now who have their second season, like me as well, to have players that are a little bit more like calm in the roles and the relationships and the way we practice and all of this kind of stuff. So I think it's a good mix of that. And also me, I understand what the new players are going through because I was there not long ago. And I think we are a strong team. Like last season, we also got some new players before or in the end of the summer and in the beginning of the season. And I think we are a good group to welcome them and to feel that they are a part fast. And I feel like we are a stable group of girls and team around to make a good environment. And I think we have a big level, and I hope and wishes this season will be very successful as well. Une des joueuses qui est arrivée en fin d'été, c'est Johanna Bunsen, qui est aussi une internationale suédoise. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une joueuse comme ça suédoise qui arrive? Ça doit faire du bien de pouvoir parler suédois parfois dans le vestiaire. It's of course very nice. Johanna Bunsen is an amazing player, and to just play with her in the national team has always been amazing. I think she's so good, and she's also a very kind person as well. So to gain her as a player and also as a person, it's just been really nice. And it's nice to have some Swedish fellow with me and to refresh my Swedish because normally I don't speak it so much in my everyday. So it's nice. It's I can feel that a part of me is maybe a little bit more relaxed, but yeah, it's nice. Yeah. Tu as un peu plus de temps de jeu cette année et de l'extérieur, on a le sentiment que tu joues avec plus de confiance en toi. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé ou c'est aussi les réussites de l'année dernière qui t'ont donné confiance? I knew that when I came here there were already two very good players on my position, so I was focusing mostly on developing and to help with the parts that I could help with, and to also work a lot with Manu and Katja and Edgar on the small details and to develop us more individually. And this season I feel like, of course it's the second season, but we are also not as, or we are as many players, but I also had one more season to feel comfortable in the team and also to feel confident in the way we play. And I think it's always easier the second season, but I also feel like I gain confidence in the way that the relationships got stronger with my teammates and the coach and this kind of stuff. So yeah.
Il y a quelques semaines, tu as été nommée meilleure joueuse d'un des matchs de Champions League. Comment c'était de mettre le feu aux arènes comme ça avec ce buzzer au centre du terrain? I think it's nice, of course, but I really like to play in our arena. I love the support, I love the atmosphere, and just to either way how the game works out for me personally, I just enjoy being in the arena and to play against to play there, and it's an amazing atmosphere, and I really enjoy it. So it was nice either way. Après, lors d'une conférence de presse, on a demandé à Manny Mayonnaise ce qu'il pensait de ton jeu, comment tu développais, etc. Et il a dit que tu commençais à jouer comme il espérait que tu jouerais quand il t'a recruté, et que maintenant, eh bien, il fallait continuer cette manière-là dans la durée. Comment tu te sens par rapport à ça? No, but it's nice to hear, of course. But I feel like the work we do here and the energy and work he puts into me, I really appreciate it, and that's also why I choose Metz in the beginning. And I feel like the trainings has been very good, so I was waiting for it to show on the field as well. And I feel like some parts have been there, but I'm also waiting to find more balance myself in the way I play, but also to break through a little bit in what I feel that I have inside as well. And yeah, I feel like the environment I'm in here is the good environment for me, and where I can work every day with that. So I'm really happy with that, and I hope it will come out more. On a parlé du Final Four un petit peu plus tôt. C'était la première fois aussi que tu jouais contre une équipe coachée par ton père. Ça doit être un petit peu particulier de vivre ce genre de situation. Ça a été une victoire pour Esbjerg. Mais au début de saison, il y a eu un nouveau match contre Esbjerg. Cette fois-ci, c'était une victoire pour Metz. Ça fait 1 partout dans la rivalité des Axner. Comment est-ce que tu vis ces choses-là? I hope that we win this fight. But no, it's a new situation for both of us. I think it was more stressful for my family. Also, during Final Four, it was. I heard that some of my family members went out and came back after the game. Oh. Yeah. So yeah, but it's fun. It's special, and I think it's more mentally, like, because of course he knows me the best, and yeah, that you cannot get out of that. But I enjoyed it. It was cool, and I was really happy and pleased that we won this time, and I hope that we will win again. Il y aura un autre match en février. Quel est ton pronostic sur ce match retour aux arènes? It's far. It's a lot of games in between, and a championship, and hopefully I will play that championship as well. So it's so difficult to say, but of course I hope that we can. That we can win that game as well. But I also know that they are a strong team, and they have players coming back, and one of the best players didn't play against us. But I think we have something really good in this team, so I think we can conquer them. Yeah, I believe in that. J'ai une photo ici. J'ai pas l'impression que ce soit une très forte rivalité avec ton papa. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Oh my God, you did your digging. Yeah, wow. What can I say that picture? Yeah, I have a very good relationship with my father. Yeah, we are close. But yeah, that's when he played in. He was a professional player in Minden, Gummersbach. So that's a long time ago. Avant de rejouer contre Esbjerg, de rejouer contre ton papa, etc., il y aura un gros stop dans la saison de club, puisqu'il faudra jouer le championnat du monde. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, ça y est, c'est la bonne, l'équipe de Suède va gagner une médaille? I feel like lately we've been so close, especially in the Olympic. It still hurts a lot that we were seconds from reaching a final against France. But of course we want that medal, and we are hungry for it. So I hope, and I believe that we will one day reach it, and I really hope it's now. But there are a lot of good teams out there, a lot of good players, but we also have some players, and it's, you know, a championship is very special. Everything can happen, and yeah, we will focus on ourselves, and we did that
in the Olympic, and then I hope we will just play free and amazing. On va vous soutenir, sauf s'il y a un match contre l'équipe de France, Ok. ça c'est certain. Ouais, ok. Depuis la dernière fois, j'ai appris que ton rapport avec la France était plus profond qu'on avait pu en parler, puisque tu as passé tes étés en France, du côté de Cannes, tu avais un grand-père qui habitait là-bas. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette relation et de ces choses-là, de cet été passé à manger, je crois, du poisson frit? Ouais. Oh no, yes, I have a relationship with France. My mom is half French. She didn't teach me and my sister, so dommage. But no, I spent a lot of time here, and the language is not. It's like family to hear also the French language. So in that way, it's not uncomfortable for me to be in a room full of when the girl speaks, because it feels a little bit warm in my heart. And a lot of French people have problem pronouncing my name, and it's okay because that's the way my grandfather said my name. So for me, it's nice. He doesn't live anymore, so it's sad. But yeah, I have great memories here as well. Yeah, and we always ate sardines. It's good. J'ai le sentiment que la famille a une grosse importance pour toi. Je crois que ta maman est venue te voir jouer il y a quelques semaines. Est-ce que c'est plus simple quand la famille est présente pour te voir jouer? Là aussi, j'ai une photo à te montrer. I can see that you went to my mom's Facebook. Yeah. I did. Yeah. She loves to post a lot. No, I'm very close to my family, yes. I think that's the most difficult thing, to be so far away that you have to take a plane and to schedule everything. But yeah, it's always nice to have them close, but I have their support even if it's here or away, so it's not that big of a difference, but of course it's nice to have someone with me, yeah. J'entends de la musique là au fond et j'ai envie de te poser une dernière question pour la route. Quelle est la musique qui est dans ta playlist, qui est en mode répétition encore et encore? Ça me permettra de te connaître un peu plus. I love this question. I listen to a lot of music. Yeah? It's a way to gain energy as well. And one of my favorite artists just dropped her new album 2 weeks ago. So it's Olivia Dean right now that I'm blasting in the car, on the plane, everywhere. Yeah, all of her new album, but also everything. Ok, Yeah. I'm going to listen yeah, to it's it. good. Je vais essayer d'écouter ça. Yeah. Merci beaucoup, Tyra, de m'avoir donné cette interview. On te souhaite bien sûr le meilleur pour la suite de la saison. Thank you so much. J'espère que cette interview un poil atypique vous a plu. Merci à Emma Dellinger qui m'a donné un coup de main sur le terrain. Vous en tirez ce que vous voulez, mais personnellement, je vais immédiatement aller écouter l'album d'Olivia Dean. Ça a l'air plutôt pas mal. Merci d'avoir suivi en tout cas cette nouvelle édition de Dragon Max. C'est la dernière du mois d'octobre. Un moment aussi, j'ai l'écharpe devant moi pour rappeler une dernière fois de soutenir la cause Octobre Rose et de favoriser le dépistage. Ça fait jamais de mal de le rappeler. On se retrouve la semaine prochaine sur ce plateau pour évoquer un des matchs les plus importants de la saison, un déplacement à Győr. D'ici là, portez-vous bien.